Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler des bonnes et des mauvaises nouvelles concernant nos prisonniers politiques, nos dignes fils du pays ou du Congo. Et notamment les cas Paulin Makaya et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Je vais commencer déjà par les bonnes nouvelles. Vous savez que le dictateur et les officines de Pilat ont tenté d'assassiner dans la prison d'État les deux dignes fils du pays. Il me semble qu'il y a eu une tentative d'intrusion pour les assassiner. Bon, la bonne nouvelle, elle est là, parce qu'en fait, donc, ils sont encore en vie. Et malgré les conditions d'incarcération, qui sont encore plus inhumaines que ce que le célèbre prisonnier politique Nelson Mandela a vécu au temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Bien sûr que c'était les Blancs. Bien sûr que les Blancs ont franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de certaines valeurs morales, c'est-à-dire le bien contre le mal. Mesdames, Messieurs, la bonne nouvelle elle est là. Donc on s'inquiétait qui seraient peut-être dans les conditions, voilà. Donc on vient de comprendre qu'ils sont encore en vie. Donc on ne sait pas ce qui concerne leur santé. On ne sait pas dans quel est l'état de santé, l'état sanitaire, au vu des conditions de carcération inhumaines. On les traite comme si c'était des criminels, alors que ce sont des prisonniers politiques. Donc ils défendent des opinions politiques. Dans un candidat qui a été élu, soi-disant, il était arrivé peut-être premier, deuxième, mais il est en prison. Il serait aujourd'hui le président de la République. Et aussi, je parle bien sûr de général Mokoko. On ne sait pas dans quel état de santé se trouvent ces deux individus, Paulin Makaya et le général Mokoko. Bien sûr que je dois profiter de cette tribune pour lancer un message d'avertissement ou même de conseil à l'administration pénitentiaire, représentée aujourd'hui par mon ancien copain Jean-Blaise Comon, le colonel Jean-Blaise Comon, qui est le directeur général de l'administration pénitentiaire. Je pense que votre responsabilité pénale pourra être engagé au moment de la libération. Donc, si vous ne voulez pas vivre cela, donc je vous conseille de livrer chaque mois le bilan médical des prisonniers politiques. Et deuxièmement, je vous conseille aussi d'assouplir les conditions de carcération des prisonniers politiques. Parce qu'ils ne sont pas des criminels, ce sont des citoyens, c'est nos semblables, c'est des humains. C'est des Noirs, c'est des Africains, c'est des Congolais, c'est des pères de famille, c'est des conjoints, c'est des papas, des grands-pères pour certains. Alors pourquoi vous êtes en train de les traiter plus que des criminels? Ils n'ont pas tué des gens. Pourquoi vous êtes en train de les traiter comme ça, inhumainement comme ça? Bien sûr, en cas d'écartade de type raciste, par exemple, ici en Occident, on dit voilà ce que les Noirs font entre eux. Et si demain, vous vous retrouvez dans cette situation en Occident, que beaucoup d'autres, nous, ou d'autres, vous, ou certains de vos alliés ou dignitaires autres qui ont vécu à travers leurs enfants ici en Occident, le racisme, alors pourquoi s'indigner demain? Alors que vous faites pire que ce que les Blancs ou d'autres races font aux Noirs. Mesdames, Messieurs, oui, les mauvaises nouvelles que je voulais parler, parce que je savais que le régime Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode, ni de comportement d'ailleurs. Son pouvoir se résume terreur, violence, assassinat politique, terrorisme d'État,
empoisonnement des prisonniers politiques et autres. Donc, ce que nous sommes en train de s'interroger. La bonne nouvelle peut tomber à tout instant. Imaginez qu'on entend que le général Mokoko est mort. Bien sûr, il a 70 ans aujourd'hui, il vient de fêter son anniversaire, le 19 mars. Il a 70 ans aujourd'hui. Et si demain, on entend que par rapport à son âge, à force de l'âge et les conditions d'incarcération, qu'il serait mort. Donc, la mauvaise nouvelle pourra revenir là, parce que d'abord, les conditions d'incarcération, et puis, le traitement et les pressions et autres. Donc, vous voyez déjà ça. Il me semble que le général Mokoko ne voit plus de lumière. Il est dans une cellule où les visites sont restreintes et même la nourriture réduite. Bon, donc vous voyez déjà ça, c'est pour le régime de le tuer à petit feu. Oui, c'est ça le danger. Il me semble que nous sommes là en train de constater, simplement de constater. Comme d'ailleurs la condition humaine ou sociale au Congo, elle est désormais au-dessus du quart-monde. Et cette condition touche aujourd'hui 90% de la population. Mais dû aussi elle est aussi dirigée vers le régime lui-même, parce que les conditions, la santé, elle est souillée, déclassée à cause de la condition urbaine. Elle est plus que jamais catastrophique. Les villes poubelles, des bouillons de cultures pathogènes, la nourriture souillée, l'eau potable déjà insalubre est empoisonnée. Et tout cela pour le compte d'un individu. Alors pourquoi sommes-nous en train de l'accompagner? Donc la mauvaise nouvelle peut arriver soit par l'empoisonnement de ces édifices, ou soit par les conséquences de l'univers carcéral. Et qui aujourd'hui ils sont tous traités, tous les prisonniers politiques sont traités comme des criminels. Et le dictateur n'est pas un criminel. Et alors là, tout ce monde-là, de tous les corps constitués de l'État, depuis l'administration judiciaire et pénitentiaire et compagnie, nous sommes en train de laisser mourir les dignes fils du Congo. Et c'est insupportable, c'est intolérable pour ceux qui sont encore au stade d'humanité. Mesdames, Messieurs, en terminant mon propos, ou mon allocution, ou ma pensée, il s'agit bien sûr d'une liberté d'expression, de parole, d'opinion d'ailleurs. Bien sûr que si on attaque le régime, Sassou Nguesso ici en Occident, où tous ces dignitaires, ils organisent des procès ici en Occident, comme si la justice n'est que du côté de l'Occident. Mais là-bas, non. Donc nous sommes en face d'un environnement sous-humanisé, déclassé, déshumanisé et décivilisé. Nous ne pourrons plus laisser libre cours à cela. Mesdames, Messieurs, en terminant, je vous l'ai dit, mon premier message s'adresse d'abord au dictateur, Denis Sassou Nguesso lui-même. Donc vous êtes en train d'hypothéquer non seulement votre avenir, aussi celle de vos familles et de votre clan, et de vos dignitaires d'ailleurs. Vous savez que toute chose a une fin. Vous n'êtes pas éternel, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous savez que si Mokoko était traité dans les conditions où vous avez accepté la victoire du général Mokoko, il aurait pu vous traiter dignement dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Bien sûr c'est un homme de synthèse. Il aurait pu faire une synthèse et vous traiter dignement. Maintenant, vous êtes en train de tout foutre en l'air parce que vous n'avez jamais changé de méthode. Vous n'avez pas ni les capacités morales ou intellectuelles de pouvoir s'adapter au changement et comprendre l'esprit des choses. Les choses de la dignité humaine. Oui, la dignité humaine, l'intégrité physique, le droit à la vie, les libertés fondamentales et surtout le but de la condition humaine.
Mokoko, élu président de la République, il aurait pu vous traiter dignement. Et il me semble qu'aujourd'hui, vous avez 3 fonds. Il y a d'abord le premier fonds sudiste, parce que d'ailleurs, les sudistes, ils ont dit que quelle erreur nous avons fait en 91, 92. Il aurait pu être incarcéré, définitivement. On aurait pu arriver à cette situation-là. Et je suis sûr et certain, demain, ils ne feront pas de quartier sous votre situation. Et ni celle de votre famille et compagnie. Vous y venez avec l'assassinat du colonel Tourou, celui qui vous a aidé à revenir au pouvoir. Et vous l'avez assassiné. Et donc vous venez d'ouvrir un autre front dans les plateaux. Bien sûr que vous avez encore des traites là-bas, du côté du peuple. Voilà, vous avez encore des individus qui vous servent, mais ils n'ont plus de crédibilité au vu de tous les Téké et les Batéké. Et le troisième front, c'est celui des Ngwabistes et aussi des Ondonga. Ils n'ont jamais oublié, même s'il y a des Kouyous qui vous servent aujourd'hui. Ils font le jeu. Mais il me semble qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont celui qui râlent en silence, qui attendent le moment T, quand Sassou Nguesso sera arrêté. Et là, vous venez d'alimenter un autre front de la partie nord du camp, celui des Makwa, dont le général Mokoko. Bien sûr que vous avez des alliés qui vous travaillent dans l'échelle Makwa, mais il me semble que dans la population générale, des tribus Makwa et autres, les intellectuels, politico-intellectuels, les cadres, autres, mais il me semble qu'il y a un bruit de fond. Ils disent que non, oui, on n'attend plus que de tenter. Et d'ailleurs, les traites sont tous fichés. Et si ces traites ne prennent pas leurs responsabilités, disent non, mais non, pourquoi Sassou Nguesso entretient que ses membres de son clan et de sa tribu, et en même temps, continue à tuer les autres dignes fils d'autres tribus du Congo. Donc, c'est un problème de lâcheté générale à cette échelle, d'abord du bloc nord-sud et aussi à l'échelle nordiste. Puisque nous avons les armées, nous avons la police, nous avons tout. Mais pourquoi ne pas mettre hors d'état de nuit M. Sassou Nguesso, non pas pour le tuer, mais dis non, mais barrez-vous, allez à l'extérieur, ou voilà, on va laisser le général Moko gérer cette situation pour que nous puissions ensemble voir les justes équilibres dans le processus de la libération ou de la volonté générale. On aurait pu trouver le juste équilibre. Mais vous n'êtes pas de ce côté-là. Vous avez plutôt cherché à obtempérer aux injections d'abord du peuple qui a voté massivement. Le général Mokoko a été élu, c'était un candidat d'adhésion par rapport aux autres candidats qui n'étaient que là, des candidats de vote partisan. Mokoko n'avait pas les moyens ou n'avait pas l'électorat pour être élu au premier tour. Donc il s'agissait bien sûr d'un vote d'adhésion parce que vous devenez l'ennemi commun. Donc on pensait à Mokoko que, par rapport à son passif et autres, il aurait pu apaiser, rassurer et responsabiliser les uns et les autres. Mais vous n'avez pas accepté ça. Et vous voyez, nous se retrouvons dans cette situation. Et qui demain, si Mokoko meurt par votre comportement, parce que vous n'avez jamais changé de méthode, vous voulez l'assassiner. Vous cherchez à l'assassiner. Vous allez l'assassiner d'ailleurs. Mais Mokoko n'est pas seul. Mokoko a une famille. Il a des partisans. Il a une tribu. Il a des gens qui sont en périphérie, qui attendent au moment de la punition générale. Et si vous ne repensez pas ces enjeux-là, mais comment vous allez protéger vous-même et aussi vos enfants, petits-enfants et autres dans le temps, étant donné que 99% de la population générale est déjà contre vous, votre clan et vos dignitaires, et sans oublier votre tribu. Mesdames, Messieurs, donc il s'agit bien d'un examen de conscience à l'échelle d'un dictateur antisocial et surtout criminogène. C'est à lui de repenser ses équilibres. Pourquoi s'acharner à vouloir tuer le général Mokoko ou Paulin Makaya qui représente au sein de la géopolitique? Paulin Makaya est aujourd'hui crédible dans toute la partie sud. Si Mokoko arrive à mourir, voilà, c'est Paulin Makaya, s'il est vivant, c'est celui qui sera le président crédible. Mais bien sûr, qui n'oublieront jamais ce que vous avez fait dans sa partie sud. Mais si les deux meurent, et vous pouvez se retrouver avec vraiment des extrémistes. Parce que vos faux opposants ne pourront jamais être des présidents au Congo. Jamais. Il y aura une coalition nationale contre ces gens-là.
Donc, arrêtez. Trouvez le juste équilibre, raisonnez-vous. Trouvez les moyens de porte et sortir par la grande porte et se barrer et laisser la nature des choses faire naturellement dans un sens de l'unité nationale et aussi de responsabilisation individuelle et collective. Mesdames, Messieurs, mon deuxième message s'adresse à l'armée. Vous savez que le rôle d'une armée, c'est d'abord défendre l'État, le peuple. On parle de devoir militaire, de l'honneur militaire et autres. Il me semble que le colonel Tchouri a été assassiné dans la prison et sans que les militaires puissent y réagir. Le général Mokoko d'ailleurs, il est dans des conditions d'incarcération inhumaines alors que c'est un grand haut officier militaire congolais. Ici en France ou même aux États-Unis, ailleurs dans d'autres pays du monde, il serait levé au grand rang. Mais on fait des commémorations ici en France, en Angleterre, en Allemagne, en Europe du Nord, aux États-Unis, au Canada, et on a en Chine, en Inde, partout. On élève les dignes des officiers militaires. Mais pourquoi vous avez dégradé l'armée comme ça? D'ailleurs, en 2013, par exemple, à Kimongo, il y a eu une humiliation générale par l'armée angolaise qui a fait une intrusion. Et vous n'êtes pas en capacité de réagir. Au niveau de la population et des intellectuels et autres, des filles du Congo, on dit que nous n'avons plus d'armée. L'armée congolaise devient la première armée du salut. Donc le soldat ou l'officier ne vaut pas plus qu'un mouton. Donc c'est une armée de moutons. Vous vous rendez compte? L'humiliation. Dans le temps, on faisait des guerres contre les États qui avaient des faiblesses militaires. Heureusement que nous sommes dans un écosystème, il n'y a pas de pays belliqueux autour de nous. Nous aurons pu être envahis. À cause de vous, vous êtes militaire, sous-officier, vous portez des grades de sergent, caporal, sergent-chef, lieutenant, adjudant-chef, commandant, capitaine, colonel, lieutenant-colonel, général, autres. Voilà, ça fait rigoler plus d'un Congolais. Mesdames, Messieurs, vous savez, je parle aux militaires, vous savez que l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens datant de 1789 stipule dans son article 12, devait ici être précisé, que la garantie des droits de l'homme et des citoyens, ou même d'un État, justifie l'emploi ou l'existence d'une force publique ou des armées. Celle-ci ne devait pas être utilisée, la force ainsi instituée ne doit pas être l'objet d'une utilisation particulière ou au service d'un individu, et encore moins celle d'un dictateur, comme nous l'avons, un dictateur antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Par conséquent, vous devez assumer votre responsabilité, désobéir. Vous savez là où se trouvent les armes de Sassou Nguesso. Il s'agit de vous responsabiliser. Où se trouvent les armes? Vous êtes militaire, un militaire, c'est l'instinct militaire. Et c'est là où se trouvent les armes. Vous pouvez vous organiser. Ce n'est pas un problème de grade. Vous allez désobéir au haut commandement, qui est déjà politisé et clanique. Bon, vous pouvez désobéir et trouver là où se trouvent les armes et mettre Brazzaville en état de siège et mettre les gens à la rue. Et pourquoi on répond la dignité, la liberté et la souveraineté d'un peuple. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Et si demain, et que à la libération par le peuple, et que le peuple prend ses responsabilités, c'est-à-dire le peuple, c'est qui? C'est des acteurs politiques de la résistance qui sont là. Demain, ils seront ministre de la Défense, ministre de la Sécurité ou l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de toutes les administrations, les services généraux de l'État et autres, renseignements, militaires et autres. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous trouver dire non, moi je suis colonel, je suis général, je suis... Attendez, il y a un problème. Vous n'avez pas de mémoire. Souvenez-vous, Kinganga, il avait quel âge? Il avait quel grade? Lieutenant. Regardez pendant le M22, Diawara, Ikoko, Bakekolo, Oluka et compagnie. Même les jeunes élèves et étudiants. Attendez, pourquoi vous n'êtes plus en mesure de vous responsabiliser et prendre les choses en main pour libérer le peuple contre ce monsieur qui est d'ailleurs déjà à bout de souffle, au bout de rouleau, au bout des nerfs.
Voilà. Ondéa Ngombe, un résistant sur la place de Paris, il avait pourtant dit que jamais dans l'histoire du Congo, Sassou Nguesso n'a été aussi faible. Ah oui, il est faible, il est affaibli. Les intellectuels, cadres politiques et militaires, autres à l'extérieur, sont en train de mettre tous les moyens pour bloquer les forces de nuisance du dictateur à l'extérieur. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité à l'échelle intérieure? Mesdames, Messieurs, le troisième message s'adresse aux faux opposants. Vous n'êtes plus crédible. Vous êtes en train de conduire le pays dans le statu quo. Vous connaissez la condition humaine ou sociale au pays. Un pays déjà outragé, en mort clinique, surendetté, somalisé, climat politique et économique délétère. Et vous êtes là en train de l'accompagner, ce monsieur-là, en faisant le jeu du chat et de la souris. Mais demain peut-être viendra celui du gendarme et du voleur. Parce que vous avez acheté votre liberté. Bien sûr que le dictateur a acheté votre conscience par l'argent du peuple, des deniers publics du peuple. Vous avez acheté votre condition sociale. Certains se sont enrichis et continuent à entretenir cette économie. Je pense que vous savez que un voleur, un traître et compagnie ont toujours 9 jours. Le 10e jour appartient toujours à la vérité, au peuple. Et si demain vous vous retrouvez dans cette situation et que les gens ne feront pas des quartiers, donc si vous ne prenez pas votre responsabilité, et maintenant, historique, vous aurez tout perdu. Je suis sûr et certain. Ne venez pas pleurer demain. Je vous assure, dans l'expression de la volonté générale, vous serez punis au même titre que le régime. Et je vous affirme, moi je suis un homme de synthèse, mais je peux encore comprendre les choses à analyser dignement. Mais d'autres ne feront pas des quartiers parce que derrière cette histoire, c'est une histoire de vie et de mort. On tue, on tue, on tue. Les gens sont dans la terreur, dans la violence, dans les rafles, ils vivent la torture. Ils sont terrorisés, traumatisés, humiliés, outragés, souillés, fliqués, affamés, laissés sans éducation, sans justice, sans nourriture. L'eau même est d'ailleurs empoisonnée. Et tout ça, vous êtes en train de jouer là devant l'opinion internationale et où l'opinion politique internationale. Vous n'êtes pas des opposants. On rigole, on vous regarde. Vous pouvez venir là, dire ah, tiens, ah, ça c'est un Congolais, opposant congolais. Ah, mais non, il faut plutôt dire résistant. Et on regarde, quel est votre nom? Ah oui, on regarde, on rigole. Donc on dit, oui, voilà. Donc, mais le peuple saura toujours vous juger. Parce que le peuple a toujours le dernier mot. Oui, le peuple aura le dernier mot d'ailleurs. Le quatrième message, pour moi, il s'adresse à la société civile. Bon, notamment, je parle du docteur Ibaka et aussi Joe Washington et Ebina. Vous représentez la société civile. Il me semble que dans toutes les réunions du pouvoir qui organise son agenda, on vous a vu partout. Donc on se dit, quelle société civile? Est-ce que vous êtes les auxiliaires du régime? Pardon. En tenant compte, en s'accaparant du mot société civile. Donc votre responsabilité historique est là. Vous aurez pu mettre les gens dans la rue, puisque les politiques ont failli. Vous êtes de la société civile, vous représentez le peuple. Qu'est-ce qui vous empêche d'organiser une insurrection populaire nationale? Voilà. Vous avez des succursales partout dans tout le pays. Déjà, prenons la place de Brazzaville. 1,5 million de civils dans la Brazzaville. Vous mettez là, tous au palais. Il peut nous tirer autre. On peut rester une semaine, un mois. Et au final, la communauté internationale et tous nouveaux partenaires, ils pourraient dire non, c'est pas possible. Il pourrait avoir une intervention. Mais pourquoi vous êtes là en autant que société civile? Donc, il n'y a pas d'opposants politiques dans une dictature. Il n'y a d'ailleurs pas de société civile dans une dictature. Donc, si vous choisissez la neutralité, donc vous êtes du côté de l'oppresseur. Arrêtez de venir vous afficher comme faisant partie de la société civile. Et vous faites des allées et venir entre le pays et l'étranger sans être inquiété. Vous croyez que si vous étiez contre le régime, vous ne serez pas inquiété? Donc arrêtez de prendre des gens pour des cons. Et d'ailleurs pour des imbéciles. Quoique, on est toujours con ou imbécile de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Oui, parfois, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. Mais il me semble que vous êtes en train de jouer un jeu très dangereux.
un double jeu. Donc si vous êtes de la société civile, mais pourquoi ne pas s'organiser et mettre une insurrection populaire et souveraine à l'échelle nationale, puisque vous représentez la société civile, le peuple souverain. Alors, à quoi ça sert cette société civile? Représentée par ces individus qui portent même les logos des entreprises du régime. Il s'agit bien sûr d'une humiliation. Voilà. Peut-être que vous êtes sous emprise, vous faites partie du clan du régime d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Je pense que vous avez fait la lecture de la chute de tous les dictateurs à travers le monde. Vous avez vu quand ça chute. Eh oui, Kadhafi, Mobutu, Idi Amin Dada, Sami Endo, Bokassa, Ceausescu, etc., etc. Vous avez vu la chute des dictateurs? Attends, la chute est là parce que nous sommes en tension permanente. Le pays est rentré dans une zone de turbulence, de tension majeure. Et vous voyez que tout ce qui sera fait par les renseignements de la résistance, vous serez peut-être individuellement aussi, collectivement, essuyés. Et vos biens, et tout ce que vous connaissez. Donc, il est de votre responsabilité individuelle et collective au sein de soi-disant cette société civile, d'organiser la résistance au lieu de mettre d'immobiliser le pays et rester dans le statu quo. Et à côté, vous enrichissez et vous faites des va-et-vient entre le pays et l'extérieur. Donc il s'agit bien sûr d'une situation de collaboration que l'opinion congolaise est en train de le comprendre. Donc si vous voulez s'affranchir du régime, vous devez agiter vos neurones, suturer et organiser, voire d'ailleurs manager la contestation générale en vue d'une insurrection populaire. Il ne s'agit pas de défendre du haut commandement militaire, non, ça ne sert à rien. Les militaires sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les soldats et officiers autres, ils sont pas tous du clan du régime. Donc vous pouvez organiser au sein de la société civile. Parce qu'elle est neutre et n'est pas politisée. Si elle est politisée, donc vous êtes politisé. Arrêtez de parler de la société civile. Mon cinquième message s'adresse au peuple. Vous savez que un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Bien sûr que nous sommes politisés, nous sommes tribalisés, nous sommes clanisés. Et les prisonniers politiques sont aujourd'hui du nord, du sud et de l'est et de l'ouest. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? On disait avant tout, ah oui, c'est Mokoko. Bon, ben Mokoko arrive parce qu'il voulait garder le pouvoir au nord. Mais alors, il est en prison. Okombi Salissa d'ailleurs. Et aujourd'hui, Paulin Makaya dans le sud, Boukadia dans le sud. Et tout ça. Tu crois que le dictateur fait des quartiers? Non. Parce qu'il n'a jamais changé de méthode. Sassou n'a jamais fait de politique. Il a toujours fait de la charité, l'achat de conscience et surtout du banditisme. Et de la violence et du terrorisme militaire. Il ne changera jamais. Et nous sommes là en train de déclasser tout un pays à cause de notre lâcheté, individuelle et collective d'ailleurs. Bien sûr que nous sommes individuellement et collectivement demain invités à prendre nos responsabilités devant l'histoire. C'est-à-dire mettre les gens à la rue, à Brazzaville. Et bien sûr, la résistance intérieure travaille bien sûr. Mais pourquoi vous n'êtes pas en mesure de le faire là-bas? Mesdames, Messieurs, mon sixième message s'adresse surtout à la résistance. Vous savez que la résistance extérieure, elle est dynamique. Bien sûr qu'il y a eu le dictateur en train d'infiltrer le régime, il y a eu des noms et prénoms des individus qui travaillent avec le régime, qui sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, mais ils sont en train d'être dénichés. Mais ces gens-là, ils sont plus que jamais souillés. Parce que dans les sociétés, par exemple, occidentales, là où ils vivent, ils ont tous les moyens de vivre malheureux et heureux, en résistant pour la libération du peuple. Mais eux, malgré les conditions sociales, humaines et sociétales dont ils vivent, ils en bénéficient. Mais ils ont plutôt choisi la traîtrise. Il me semble que la traîtrise peut être aussi génétiquement prédisposée. Il y a des gens, et eux, bien sûr, ces gens-là n'ont pas de convictions. C'est des opportunistes qui changent l'esprit du combat comme des girouettes avec le vent. Quand le vent tourne à gauche, ils vont à gauche. Quand le vent tourne à droite, ils vont à droite. Donc c'est des gens qui n'ont pas de convictions. Et nous venons les comprendre. Mais les jours proches viendront. Nous saurons qui est qui parce que nous connaissons au sein de la résistance intérieure, on connaît qui est qui. Et ces moments venus, nous saurons comment les punir
les uns des autres et aussi réformer ces gens-là parce que quelque part, certains ont été avec la résistance, mais on va plutôt les punir comme ça. Il y aura des circonstances atténuantes, mais il faut qu'ils reviennent dans le rang de la résistance et sauver le pays qui est en train d'être déclassé. Parce qu'on n'a qu'un pays dans le monde. Bien sûr qu'il y a certains qui sont devenus des apatrides. Ils s'affichent comme partant de ces pays-là, mais en même temps, on les remet toujours en mémoire. Vous venez de quel pays? Et à ce moment-là, ah oui, moi je suis français. Mais français de quelle origine? Parce que vous êtes noir d'abord. Ah oui, bon, ben, certains trichent, ils donnent des pays où ça marche. Et c'est humiliant comme comportement, mentalité, habitude et même conscience. Voilà. Donc vous devez vous battre pour votre pays. Et aujourd'hui, la résistance à l'échelle de l'Occident doit être dynamique et construire des réseaux, des lobbying et autres pour bloquer coûte que coûte ce régime à l'échelle extérieure pour qu'il soit mis hors d'état de nuit et maintenant. Mesdames, Messieurs, quant à la résistance intérieure, bon, bien sûr que les dignes fils et des vrais résistants sont emprisonnés, d'autres sont tirés comme des rats, certains sont dans les geôles, torturés tous les jours. Vous connaissez le rapport d'État américain qui est sorti en 2017, en mars 2017, montre que bon, ben, le Congo est dans une situation pire que ce que l'humanité a connu depuis le temps, à l'échelle africaine. C'est pire que ce que les Juifs, les Khmers rouges ont fait, et aussi le génocide arménien, même au Rwanda et autres. Mais c'est pire, c'est durable, 500 000 morts pour une population seulement de 5 millions d'habitants. Si vous mesurez, vous multipliez, si une population de 10 millions d'habitants, on sera à 5 millions de morts. Si c'était une population de 100 millions, on sera à 10 millions de morts, plus, même plus. Donc vous voyez ce régime-là, il n'a pas de quartier. Et vous êtes là en train de l'accompagner à l'échelle individuelle. Agitez vos neurones, restez dans l'esprit du combat. On peut se battre dignement pendant une semaine, et puis à la fin, ou 2 semaines, quand on retirera de l'engrenage de la violence, je pense qu'il y aura un patriote soldat qui sera là où se cachent les armes du dictateur, et nous pourrons nous libérer. La libération, c'est maintenant. N'attendez pas l'extérieur. Mesdames, Messieurs, mon septième message s'adresse à la France. Vous savez que la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Sinon, on tombe. Vous savez que dans une relation humaine, il y a un problème d'abord de confiance. On fait confiance à un État, à des individus, à un peuple, à une organisation et autres. Mais quand on n'a plus confiance à ces éléments précités, on rentre souvent dans la méfiance. Et si la méfiance devient récurrente, on rentre dans la défiance. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle d'abord du Congo et aussi de l'Afrique francophone, parce que les gens se méfient déjà de la France. Parce que c'est la France qui entretient ces régimes dictatoriaux sous prétexte des intérêts vitaux et stratégiques et qui sont que les intérêts des individus. Ils ne sont pas les intérêts des États. Parce que si c'est les intérêts des États, ils devaient défendre le peuple. Le peuple congolais, s'il défend la France, il défend le peuple français. Il ne va pas défendre un individu. Et inversement, il me semble que toute la classe politique de gauche comme de droite ont toujours entretenu ce régime-là, soi-disant pour les intérêts vitaux. Mais en même temps, la France est en train d'être déclassée, surendettée, avec ce magot-là. Mais que fait la France à cette échelle? Sassou Nguesso a été réinstallé au pouvoir parce que la sortie de la conférence nationale souveraine et l'arrivée au pouvoir du président Pascal Lissouba, on a cru qu'on était des humains, on l'a laissé libre d'agir. Il est venu se réfugier ici en France pendant 5 ans pour organiser son coup d'État de 1997, entretenu par Jacques Chirac. Et d'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy l'a reconduit. François Hollande d'ailleurs. Et c'est que les gens pensent qu'ils vont continuer la même écurie parce que la France n'a jamais changé de méthode. Elle est toujours là dans l'entretien de ces monstres-là parce que quelque part, l'Allemagne s'est affranchie de l'Afrique depuis la Première Guerre mondiale. L'Angleterre depuis sa décolonisation. Mais c'est des espaces qui sont dynamiques. Mais pourquoi la France continue-t-elle à entretenir ces monstres, ces régimes démocratiques
antisociaux et surtout climogènes à cette échelle. Oui, l'Afrique francophone regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. Et ce qui dérange d'ailleurs plus d'un Africain sur 10. Ah oui. Donc, le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. L'Afrique d'ailleurs. Et ce qui est en train de se réorganiser à l'échelle de la nouvelle classe politique intellectuelle africaine et surtout congolaise répartie à travers le monde pourra revenir comme un boulet de canon sur la France si vous ne répondez pas à restructurer nos relations partenariales et stratégiques à cette échelle-là. En laissant libre cours à la volonté générale et populaire, parce que vous aurez des élections ici. En France, c'est un changement permanent, l'alternance permanente. Mais pourquoi vous empêchez l'alternance politique à cette échelle-là? Bien sûr, il s'agit des problématiques de mentalité, des habitudes et des comportements. D'ailleurs, d'une certaine conscience, parce que la classe politique française, il me semble qu'elle a traduit un comportement surtout antisocial et antidémocratique. Il me semble que la morale, l'éthique est derrière, est loin derrière. La politique, les intérêts particuliers, les intérêts privilégiés, les privilèges et autres. Les mandats électoraux sont faits. Ici en France, la politique c'est comme un métier. Les mandats électoraux sont faits, on échoue, le bilan électoral n'est responsable de rien, ni du bilan passé ou en cours et autres. Et ce qui est en train d'ailleurs là-bas en Afrique. On mettait les dictateurs en Afrique pour montrer aussi à l'Afrique quelque part que vous devez être comme nous sommes déclassés par rapport à d'autres écosystèmes politiques à l'échelle occidentale. Et c'est pourquoi la France aujourd'hui est déclassifiée. Il va d'ailleurs être déclassifié si et seulement cette France ne renouvelle pas sa classe politique. C'est très important. Donc, je pense que la France a une responsabilité historique comme l'a eu au Rwanda, qui est aujourd'hui en conflit permanent avec la France depuis 1994 à nos jours. Et ça va continuer demain. Mais et ici demain, avec le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire, etc., etc., alors vous aurez tout perdu à l'échelle africaine. D'où l'enjeu de repenser ce mot-clé-là, cette maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il s'agit bien sûr d'une reformulation d'une phrase clé du philosophe grec Anaxagore. Rien n'est né, rien ne périt, des choses déjà existantes peuvent se transformer et se combiner, se séparer de nouveau. Donc, nous pouvons nous séparer demain, puisque les gens commencent à penser que ah oui, il faut aller plus vers l'anglophonie parce que c'est dans l'espace anglophone qu'il y a plus de dynamisme économique et aussi plus de liberté. Mais bien sûr qu'il y a des situations endogènes qui sont propres à l'Africain. Mais il me semble que les pays les plus avancés en Afrique noire sont la plupart anglophones. Alors que l'Afrique francophone est aussi l'espace qui regroupe non seulement le plus grand nombre d'éducateurs, mais aussi plus de ressources naturelles. Elle est riche en idées, en culture. La culture française aussi. Mais pourquoi nous sommes en train de tout foutre en l'air pour des colonies de pouvoir politique à l'échelle française en entretenant ces monstres, ces dictateurs, ces gens qui tuent les humains. Et vous savez que nous sommes désormais interdépendants. Les électeurs franco-africains vont d'ici demain, influencer le vote électoral. Parce que l'immigration qui est abusive ou non contrôlée haute, c'est en partie lié à l'instabilité politique et aussi à l'entretien par cette oligarchie politico-affairiste française qui ont traité ces monstres et qui servent leurs intérêts en utilisant la France comme compagnie d'assurance alors qu'ils sont que là pour leurs intérêts. Sinon, comment cela se fait-il qu'avec le franc CFA et qu'aucun ex-pays colonisateur européen en Afrique n'a pas cette monnaie en Afrique, alors que le franc CFA livre plus de 500 milliards, je dis 500 milliards, plus de 500 milliards, je dirais 500 milliards de dollars à l'État français, au trésor public français. Mais pourquoi la France est toujours surendettée avec ce magot, cette vache à lait France-Afrique? Mais il y a un problème de mentalité, de gestion aussi. Donc, mais ça commence à bien faire.
parce que les gens commencent à comprendre que l'oligarchie politique française fait du parasitisme. Du parasitisme à l'échelle africaine. Le parasitisme, c'est pas bon, c'est nuisible. Et donc, si vous êtes responsable, vous devez restructurer votre pays, vos pouvoirs politiques et aussi les enjeux stratégiques, surtout à l'échelle France-Afrique, pour que nous puissions ensemble reconstruire un écosystème dynamique et désormais plus que dynamique, en valeur ajoutée, en service et en stratégie aussi. D'où l'enjeu du renouvellement politique à l'échelle française. Mesdames, Messieurs, mon 8e message s'adresse à la communauté internationale. Mais comme on parlait de la communauté internationale, on parle des communautés des intérêts. Est-ce que c'est les intérêts d'un individu face à une communauté internationale? Est-ce que c'est les intérêts d'un État ou d'un peuple face à la communauté internationale? Bien sûr que le dictateur Sassou Nguesso n'est pas Dieu, n'est pas immortel. Voilà, c'est un être vivant, comme nous. Toute chose a une fin. Bien sûr que la communauté internationale est plus que jamais souillée à l'échelle non seulement congolaise, mais aussi à l'échelle des pays qui sont sous le joug de ces tyrans antisociaux et criminogènes. Je ne veux pas ici citer le Burundi, je ne veux pas ici citer le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et autres, au nom des intérêts stratégiques. Non, on peut créer des valeurs ajoutées à cette échelle, mais la communauté internationale doit repenser sa politique, ce droit international et tout ce que vous connaissez des enjeux de la civilisation et des nouvelles synthèses. Oui, nous devons avancer ensemble, mais sous condition que la communauté internationale, représentée par ces organismes qui sont au sein des Nations Unies, et repenser là les problématiques des droits de vitaux, du Conseil de sécurité, des organisations qui sont là, le Conseil de sécurité, pour ne plus laisser un seul individu détruire, tuer, massacrer son peuple comme du bétail humain et que nous sommes là en train de constater. Et que si demain, les uns et les autres reprennent leurs responsabilités et qui dira qu'il n'était pas au courant avec ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville, et surtout à l'échelle sous-régionale du bassin du Congo et à l'échelle africaine et planétaire aussi. Mesdames, Messieurs, vous aurez tout compris, Sassou Nguesso veut tuer ces prisonniers politiques pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir en entretenant ces monstres-là. À l'échelle, il me semble que le FMI va lui donner un coup de main. Il me semble que Total, la compagnie pétrolière française, vient de mettre en service depuis le 15 mars un autre gisement de pétrole en exploitation qui va donner un souffle au dictateur pour qu'il aille emprunter au niveau de la communauté des créanciers internationaux, puisque pour lui, le Congo, c'est sa propriété privée. Et ce qui est déjà immoral, inhumain et surtout bestial, animal, inconscient et autres. Donc, ce n'est pas possible. On ne va pas laisser Sassou Nguesso aller emprunter l'argent auprès des bailleurs de fonds internationaux, soit sous prétexte que la compagnie pétrolière Total vient de mettre en service un autre gisement pétrolier, alors qu'il a géré pendant presque 33 ans tout ce pétrole-là, et le pays aujourd'hui surendetté, déclassé, outragé, surendetté et en mort clinique et somalisé, climat politique délétère. Non, il ne s'agit pas d'un problème de dette, non, c'est un problème de gouvernance et d'un régime et qu'il faut mettre hors d'état de nuit et maintenant. Donc nous ne laisserons pas libre cours au Fonds monétaire international à travers Christine Lagarde, peut-être qu'il va surendetter le Congo par négligence. Mais non, non, elle est avertie. Nous ne tolérons pas ça. Donc la mise en place de l'exploitation d'un gisement pétrolier au Congo par Total ne veut pas servir de monnaie d'échange ou d'hypothèque pour que le dictateur continue à surendetter le Congo et détruire, acheter ses armes et détruire le peuple congolais. Nous ne pourrons pas laisser la libre cour à ça. Et ça doit se terminer là. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je pense que nous sommes dans un monde qui va changer tout au long du XXIe siècle. Les mêmes crises créent les mêmes conséquences. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui aura des impacts majeurs sur différentes échelles mondiales. Et si nous ne pouvons pas repenser ces choses-là ensemble et voir ce qui concerne les droits humains, les droits de l'homme et du citoyen, la dignité et la souveraineté des peuples, la volonté des peuples,
et aussi le but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, au cadre de vie, oui, à l'existence simplement. Nous serons alors déclassés et le monde ne sera plus que jamais en danger, sans oublier les problématiques du terrorisme, parce que nous sommes désormais individuellement et collectivement tous acteurs et aussi demain responsables et aussi victimes. Oui, les terroristes n'appartiennent pas qu'à une race, ils perdent aussi à tout l'espace mondial. Donc nous devons éviter ça pour accompagner le monde d'aujourd'hui qui arrive et de demain dans l'éducation et aussi dans la responsabilité historique, individuelle et collective en pensant au niveau de synthèse des civilisations nouvelles, c'est-à-dire du vivre ensemble et de l'existence commune. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.